Eh bien, merci d'être aussi nombreux ce soir à cette conférence. Visiblement, la question du stress intéresse beaucoup de monde. Euh, alors, on va, on va commencer dans l'ordre. Je laisse d'habitude Nathalie se présenter parce qu'on a régulièrement les personnes qui nous demandent mais c'est qui? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qui suis-je? Elle va lever le mystère. Donc, je te laisse la Oui, parole. merci Bruno. Donc c'est vrai que pour ceux qui ne me connaissent pas, j'accompagne habituellement Bruno sur ses webconférences tout simplement pour lui donner un coup de main. C'est-à-dire que sur la troisième partie de cette webconférence, vous allez pouvoir poser vos questions et ces questions-là sur le chat, hein, en fait. Donc ces questions-là, c'est moi qui vais les prendre, les lire à Bruno de façon à ce qu'il puisse vous répondre directement, tout simplement. Donc je me présente, je suis Nathalie Chimbert, l'allemand. Je fais partie de l'équipe ressources actualisation, donc l'équipe de Bruno. Je suis personnellement coach de vie depuis 2015 et je suis rompue à la méthode de Bruno. Au sein de l'équipe, donc mon rôle est de répondre à vos questions quand vous en avez par email. J'anime, enfin, je veux dire, je suis la référente cuisine sur les stages de méditation de Bruno. Et donc, voilà, c'est une référence cuisine par rapport à la cuisine altruiste, qui est une annexe de l'association Planète Altruiste qu'a créée Bruno. Donc, dans l'équipe, il y a également Loïc, que je salue et qui est de l'autre côté de la caméra. C'est grâce à lui que nous avons cette webconférence techniquement ce soir. Et puis Fabienne aussi, que vous pouvez avoir par téléphone ou par email également. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence sur le stress et je laisse la parole à Bruno en attendant vos questions plus tard. Merci Nathalie. Donc, on va parler de stress. Alors, Nathalie l'a dit, l'a laissé entendre, nous sommes aussi une association humanitaire qui s'appelle Planète Altruiste. C'est pour ça que toutes les activités que nous faisons, il faut savoir que 60% de nos activités sont gratuites. On donne comment dire, tout ce qui est payant, les cours, les stages, viennent soutenir l'activité de l'association humanitaire. C'est pour ça que lorsque vous achetez un cours, lorsque vous participez à un stage, en fait, vous nous aidez dans nos projets. Voilà pour la petite information. Également, on salue tous nos amis du Canada, de la Belgique, de la Martinique, de la Réunion. C'est presque international. Oui, tout à l'histoire. fait. Ouais, ça l'est. Il y a beaucoup de monde d'un petit peu partout. Vous savez que même dans les stages, Mayotte aussi. on a eu des personnes qui venaient du Japon, on a eu des personnes qui sont venues du Brésil, d'un petit peu partout. Donc c'est devenu effectivement tout à fait international. En tout cas, on est ravis. Alors, pour ma part, j'enseigne cette démarche, la démarche dont je vais vous parler, parce qu'on parle de 31 clés pour apprendre à gérer son stress. C'est une démarche que j'enseigne depuis 35 ans. J'ai ouvert un cabinet il y a 35 ans. J'ai eu l'immense bonheur de transmettre ces connaissances aux personnes qui venaient me voir. J'animais des petits groupes, je transmettais, mais j'ai été aussi consultant à France 3. J'étais intervenant pour de très nombreux hôpitaux de la région de Strasbourg. J'ai formé énormément de personnes soignants, des médecins. Aujourd'hui, on a la chance d'ailleurs d'avoir, et vous allez pouvoir le vérifier à la fin de cette conférence, on a l'immense chance d'avoir de très nombreux des scientifiques, des médecins, qui viennent dans nos stages. C'est juste pour c'est pas pour se glorifier, c'est juste pour vous montrer, parce que parfois les gens ont besoin d'être rassurés, et donc vous allez pouvoir voir, d'ailleurs entendre à la fin de cette conférence, on va avoir l'immense bonheur d'entendre Dr Cyril Lazif Thomas, qui est venu en stage, qui est psychiatre, qui est membre du comité éthique des hôpitaux français, et qui va vous parler de la démarche, parce qu'il l'a suivi, et il l'a reçu en ce moment, parce qu'il m'a envoyé un SMS il n'y a pas très longtemps pour me dire, bah voilà, il s'est remis à cette démarche pour approfondir. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce qu'on n'arrête pas d'apprendre. Alors, on va parler de stress. La question est de savoir, est-ce que vous voulez juste vous débarrasser d'un stress comme ça momentané, en sachant qu'à un moment ou un autre vous allez être à nouveau confronté, ou est-ce que vous voulez une vraie démarche de fond qui va vous aider toute votre vie?
qui sera là comme un ami qui va vous aider chaque fois que vous serez face à des situations de stress. Et même mieux, de faire en sorte de réduire votre réaction au stress. Parce on parle du stress, mais en réalité, le problème à la base, c'est la réaction par rapport au stress. Alors je vais vous montrer, vous allez voir, c'est extraordinairement simple à comprendre, le stress, mais comment dire, après, il s'agit de mettre en application. Donc, ce dont je vais vous parler, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, que je connais très bien. C'est une démarche que j'enseigne depuis 35 ans. J'ai été même, je vous parlais de France 3, où j'étais consultant. C'était dans le cadre de la gestion du stress. Ça a été une de mes activités lorsque j'étais en cabinet, parce que quand j'intervenais dans les entreprises aussi, et j'employais exactement la démarche que vous allez découvrir, qui donne vraiment de très très bons résultats. Parce que je pense, dans le stress, il faut faire la distinction entre les effets du stress et les causes du stress. On peut réduire les effets du stress. Par exemple, vous avez eu un gros stress, vous allez par exemple, je sais pas, faire un massage, ça va vous faire beaucoup de bien, ça va vous détendre, et ça va réduire les effets du stress. Mais on le sait tous, ça reste très temporaire. Il est même possible que vous sortiez de votre séance de massage où vous êtes bien détendu, puis il y a quelqu'un qui vient, qui vous agresse, je sais pas quoi, là vous perdez tous les bénéfices de votre massage, ça s'envole tout de suite, parce que ce qui crée la réaction est toujours là en arrière-plan. Et on va voir ça à travers des schémas. Donc on va voir le premier schéma pour comprendre ce qu'est réellement le stress. Donc là on a une situation de stress. Regardez tout en haut, vous avez ce qu'on appelle le stresseur ou la situation stressante. On a ensuite, il y a une flèche qui monte comme ça, la rouge, et ça c'est la réaction par rapport au stress. Et on a la courbe, c'est le temps de récupération par rapport au stress. On va prendre le temps de récupération par rapport au stress. Il est très variable, il dépend d'une personne à l'autre, il dépend des circonstances. Si par exemple vous êtes très fatigué et que vous avez un stress, vous allez avoir beaucoup plus de mal à vous récupérer que si vous étiez en forme, ce qui paraît évident. La réaction du stress. Personne n'est égal devant un stress. Vous pouvez mettre 10 personnes face à un stress, vous n'aurez pas la même réaction, parce que chaque personne a une perception différente de la situation du stress. Donc, ce qui veut dire que le problème, ce n'est pas le stresseur ou la situation stressante, mais plutôt ce que ça va réveiller en nous. Par exemple, prenons une personne qui manque de confiance en elle, quelqu'un qui va lui faire une remarque désobligeante, elle va réagir, soit elle va se replier, soit elle va se mettre en colère, enfin peu importe, mais elle va réagir très fortement, alors qu'une personne qui a confiance en elle se laissera pas intimider, ne se laissera pas impressionner par l'attitude de son vis-à-vis. Et donc, elle va rester relativement calme, même si elle peut avoir une attitude très ferme. Donc on voit qu'il y a plusieurs facteurs. On va voir, il y a beaucoup d'autres facteurs. Et en fait, cette réaction qui est plus ou moins importante, elle est liée à la représentation mentale que nous avons de la situation. Mais ça, on va revenir dessus. Donc maintenant, on va passer au deuxième schéma. Ça, imaginons, c'est une situation de stress, on va dire, dite normale, sur une journée. Ça, c'est à l'époque où on vivait encore, on va dire, au rythme du sabot du cheval, où on avait le temps. Vous avez un stress, et puis vous pouvez, parce que le stress, il est présent. Même à la campagne, on peut avoir des stress. Il y a pas, c'est tout le monde. C'est une réaction, on connaît très bien, c'est une réaction de survie. Donc, votre corps et votre psychisme mobilisent ces ressources pour faire face à une situation donnée. Et après, vous avez la phase de récupération, et donc là, vous récupérez de manière plus ou moins rapide, selon les personnes, mais vous arrivez à bien vous récupérer. Ensuite, il y a une nouvelle situation de stress, il y a des petits stress, des grands stress, etc. Quelqu'un vous tape sur les nerfs, vous énerve, ça génère une réaction. Vous pouvez avoir un gros stress parce que votre patron vous engueule parce que vous n'avez pas fait correctement votre travail, etc. Et tout au long de la journée, comme ça, vous avez des situations de stress. Vous rentrez le soir, bon, vous êtes un peu coincé dans les bouchons, ça vous stresse, vous rentrez. Et puis là, vous arrivez, vous retrouvez votre niveau moyen de stress. Donc il est, là, on va dire, relativement bas. Maintenant, on va voir situation, troisième schéma, situation qu'on retrouve beaucoup plus dans nos cultures aujourd'hui. Vous avez un stress, par exemple le matin vous partez, vous êtes dans les bouchons, vous avez à peine eu le temps de vous poser,
que voilà, vous avez des exigences de travail, ou vous avez des collègues qui vous disent il y a une urgence, etc. À nouveau un stress, et puis vous commencez à peine à récupérer que paf, il y a à nouveau un stress, et ainsi de suite tout au long de la journée. Et là, le niveau moyen de stress est extrêmement élevé. C'est sans compter avec, il y a ce qu'on appelle les stress passifs. Par exemple, on passe beaucoup de temps sur l'ordinateur, ce qui stimule beaucoup le système nerveux, et ce qui fait que on arrive le soir relativement tendu physiquement et psychiquement. Alors on va pouvoir évacuer faisant du sport, des choses comme ça, mais malgré tout, en fait, surtout quand il y a une charge mentale très importante, on a beaucoup plus de mal à redescendre. Et ce qui fait que on va s'endormir tendu, avec dans un esprit avec le système nerveux encore en veille, et le truc que pratiquement, on va dire, 90% de la population fait le soir, c'est de se coller devant la télé, devant l'ordinateur, parce que ça leur donne l'illusion de se déstresser, et leur système nerveux reste à nouveau en veille, alors que c'est un moment où, en fait, où notre biologie nous demande à nous poser, à nous reposer. Et c'est ce que font très peu de gens. Donc, là, on voit le niveau moyen de stress est très élevé. Quatrième courbe. Voilà, on revient sur notre schéma presque du premier. Il y a deux façons d'agir sur le stress. Donc, je parlais des effets du stress tout à l'heure. Donc, où vous avez, on peut agir par, vous allez faire un massage, par exemple. On va vous faire, je sais pas, il y a plein de choses, du doing. Vous faites un peu tai chi, vous faites un peu de yoga, etc. Ça va vous aider à réduire l'effet du stress. Vous pouvez prendre aussi des plantes relaxantes. Déconseiller l'alcool, évidemment. Alors parfois, il y en a qui mettent de l'huile sur le feu, ce qui est une catastrophe. Vous êtes tendu, vous êtes énervé, vous prenez du café ou des stimulants, parce que ça vous donne l'impression d'avoir de l'énergie. Mais en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils puisent sur leurs réserves en faisant ça. Ils stimulent et ils épuisent leurs réserves. Et ce qui est un très mauvais plan. Le soir, on se détend. Donc après un stress, vous avez toujours cette phase de récupération, et là aussi, encore une fois, je le répète, qui est plus ou moins longue selon les personnes, selon les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Maintenant, on va revenir. On a un autre mode d'action sur le stress, c'est de réduire notre réaction au stress. Et comme je le disais tout à l'heure, cette réaction, elle est induite par la représentation mentale que nous avons de la situation. Et cette représentation mentale, elle est conditionnée par notre histoire, par la perception que nous avons. Comme je le disais tout à l'heure, une personne qui manque de confiance en elle, elle va avoir une réaction violente par rapport à une remarque, ou par rapport à un ordre, ou même face à une situation qui va exiger d'elle de mobiliser ses ressources pour faire face. Et comme elle doute d'elle-même, eh bien, ça va générer un stress très important. Il y a d'autres facteurs aussi. La culpabilité, c'est un grand facteur de stress aussi. Et il y en a beaucoup comme ça. Le manque d'estime de soi, la faible conscience que nous avons de nos capacités, sont autant de facteurs qui influent sur notre réaction au stress. Et là, ce qui est bien, et c'est ce qu'on va voir dans cette démarche, c'est qu'on peut agir directement sur cette réaction, c'est-à-dire sur la représentation mentale que nous avons de la situation. Donc, en renforçant la confiance en soi, l'estime de soi, d'avoir davantage conscience de sa valeur, de ses capacités aussi, de réduire aussi, de se libérer des facteurs comme la culpabilité, va faire que notre réaction au stress va allant diminuer. Et là, ce qui est intéressant, c'est une action définitive. Une fois que vous avez pris conscience de vos ressources, eh bien, vous ne le perdez plus. Donc, votre réaction au stress est d'autant plus réduite. Une fois que vous avez un peu plus confiance en vous, c'est-à-dire que vous avez justement davantage conscience de vos capacités, de vos ressources, eh bien, il n'y a plus de raison que vous réagissiez. Et on a régulièrement des personnes qui nous disent, après avoir pratiqué et avoir approfondi les pratiques, eh bien, elles nous disent, effectivement, il y a plein de situations dans lesquelles je n'ai plus du tout de réaction. La réaction, je reste calme, je reste tranquille, je suis capable d'aborder avec tranquillité la situation. Donc voilà, on va retirer cette image. Donc voilà, donc vous savez un petit peu plus sur ce qu'est réellement le stress. Maintenant, on va parler de cette démarche, comment elle va agir. Comme je vous l'ai dit, je ne vous propose pas ici, parce que vous en connaissez certainement déjà plein, je ne vous propose pas ici une démarche pour réduire les effets du stress, mais pour vous libérer du stress, c'est-à-dire d'avoir des clés. On va agir directement sur la cause même, c'est-à-dire la représentation que vous avez de vous
et des situations. Parce que quand je parle de la représentation mentale de la situation, en réalité, c'est directement en rapport avec la représentation mentale que vous avez de vous-même, qui souvent est très inconsciente. C'est d'ailleurs ce qui faisait dire Ian Kimby. En fait, votre vie n'est rien d'autre que le reflet de vos propres pensées, sauf que la plupart d'entre nous, enfin, je dirais la majorité d'entre nous, avons très peu conscience de la représentation mentale que nous avons de nous, autrement dit de l'appréciation, bonne ou mauvaise. Elle se traduit dans les faits, parce que il est clair qu'une personne, par exemple, qui manque d'estime d'elle-même, eh bien, elle va avoir des relations difficiles, compliquées, parce que chaque fois, elle a peur. Elle va être souvent, d'ailleurs, en contact avec des personnes peu valorisantes. Une personne qui manque de confiance en elle, ça va se traduire dans la vie par des réactions parfois impulsives ou des repliements sur soi, etc., qui font qu'elle n'osera pas aller vers les autres. Elle aura des relations parfois un peu compliquées avec les autres, parce que elle est tout le temps en train de douter d'elle-même. Elle aura de la difficulté à entreprendre des projets. Donc tout ça, mais heureusement, c'est quelque chose qui peut être changé. C'est quelque chose qu'on peut améliorer, sur lequel on peut influer. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas un trait de caractère que de manquer de confiance en soi, de manquer d'estime de soi, d'être angoissé, d'avoir des angoisses, etc. C'est quelque chose sur lequel on peut influer parfaitement. Alors, évidemment, ça peut prendre du temps. Ça dépend là aussi de votre point de départ, ça dépend des personnes. Il est clair qu'une personne très fragile, bien, elle va faire des progrès, mais ils seront moins évidents au début, surtout chez une personne chez qui il y a déjà une bonne estime d'elle-même. Alors, il y a 3 volets, il y a 3 niveaux dont il faut tenir compte. La première, la première étape va nous aider à ne plus nous identifier à nos pensées et nos émotions. Vous avez certainement entendu parler, aujourd'hui on parle beaucoup de la pleine conscience, de la méditation pleine conscience. La pleine conscience, c'est un terme qui a été développé par Dr Kabat-Zinn à l'époque où la méditation, ça faisait un peu peur. On soupçonnait de secte, ce genre de choses. Donc, comme lui, il était médecin et il voulait aider les autres, donc il a parlé de pleine conscience. Et c'est un aspect qui est très important parce que c'est ce qui va nous permettre de prendre du recul. Mais je trouve personnellement, parce que j'enseigne la méditation maintenant depuis 35 ans, comme je vous l'ai dit au départ, et j'ai eu l'immense bonheur, j'ai oublié de vous dire, j'ai eu l'immense bonheur de passer beaucoup de temps avec de très nombreux sages de différentes traditions, et j'ai notamment passé 15 ans auprès d'un grand lama tibétain du nom de Chimenzing Rinpoche, qui a été pour moi une source d'inspiration absolument extraordinaire. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme, il incarnait vraiment cette tranquillité. D'ailleurs, on l'appelait la force immobile. On sentait un homme qui était là, présent, et c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Ce que je voulais dire, c'est que d'abord la méditation existe depuis 4000 ans. Elle a été surtout révélée par le Bouddha, on en a beaucoup plus entendu parler grâce à Bouddha, qui a apporté énormément au niveau de la méditation. Il a même été un grand réformateur, parce qu'il y avait des choses qui étaient enseignées qu'il ne trouvait pas très justes, ni très vérifiables. Et donc il a transmis sa démarche. Aujourd'hui, ça a été récupéré beaucoup par les bouddhistes tibétains, par le Tibet, qui s'est enrichi des traditions présentes au Tibet. Alors, il faut pouvoir faire la part des choses dans tout ça, de retrouver l'essentiel, parce qu'on n'est pas tous destinés à devenir bouddhistes, à faire sonner des clochettes, à répéter des mantras à longueur de journée. Heureusement, la méditation est quelque chose qui est exempt de toute forme religieuse ou ésotérique. C'est, comme je l'ai dit, c'est antérieur à l'enseignement du Bouddha, c'était bien présent. On parlait pas du tout, d'ailleurs, puisque le terme n'existait pas, le terme de pleine conscience. On parlait d'attention. Et je trouve que c'est beaucoup plus juste parce que l'attention, c'est une faculté que vous possédez tous. On a tous cette capacité à être attentif. Par exemple, lorsque vous prêtez de l'attention à quelqu'un, à un ami, à un enfant, vous avez un enfant qui tombe malade, vous allez lui prêter de l'attention, vous allez prendre soin de lui, vous allez être là avec, mais ça aussi, cette attention, on n'a pas besoin d'attendre de tomber malade pour le prêter, vous prêtez de l'attention à vos proches, notamment aux personnes que vous aimez bien, et cette attention, en fait, il y a une notion de bienveillance dans cette forme d'attention. Mais cette attention, elle est plutôt tournée vers l'extérieur. Et on a très peu l'habitude de se l'appliquer à soi-même.
Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental. Parce que cette attention va nous permettre, va avoir de très nombreux effets. D'abord, on va développer de la bienveillance, comme je viens de le dire, à l'égard de soi-même, et c'est ce que disait Pema Chodron, qui est une sage tibétaine, qui disait la méditation, c'est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Et ça, c'est une première chose qui est vraiment très importante, parce que ça veut dire qu'on va se prendre enfin en considération. Cette attention qui était plutôt tournée vers l'extérieur, vers les autres, vers les objets extérieurs, là, on va la tourner vers nous-mêmes. On va se prendre enfin en considération, on va s'occuper de soi, ce qui est très différent de se préoccuper de soi. Donc là, on a une attitude, on va dire, altruiste envers soi-même. Ce n'est pas égocentré, on est vraiment altruiste envers soi-même. Et c'est ce que j'ai découvert, notamment avec les bouddhistes, parce que on apprend à l'enfant, dans le bouddhisme, à être bon pour lui dès son plus jeune âge. Et ça fait des enfants bien dans leur peau, et je trouve ça extraordinaire. Mais c'est quelque chose qui est très peu présent dans les cultures. Au contraire, on dit, tu dois toujours faire attention aux autres, etc., mais très peu de soi. Et pourtant, qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Qui mieux qu'une personne qui se respecte peut respecter les autres? Et qui mieux qu'une personne qui a confiance en elle peut aider les autres à avoir confiance en eux. Et on voit à quel point notre rapport avec nous-mêmes est vraiment déterminant et va énormément jouer sur notre réaction au stress. Donc cette forme d'attention va être extraordinairement bénéfique. Et là, elle va avoir d'autres aspects. C'est qu'elle va nous aider, en prenant de la hauteur par rapport à nos pensées, à nos émotions, elle va nous aider en fait à stabiliser notre conscience là où nous sommes, dans l'instant. Juste là où nous sommes. Ce qui fait qu'on va voir ce recul dont je vous parlais par rapport aux pensées. Et c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Si j'utilise une image, essayez d'imaginer les nuages qui seraient représentés par vos pensées, vos émotions, et puis le bleu du ciel en arrière-plan, qui serait votre vraie nature. Eh bien, la pratique vous aiderait à ne plus, on va dire, en état ordinaire. En fait, c'est comme si on s'accrochait aux nuages, on essaie de s'approprier les nuages. C'est ce que les bouddhistes appellent la saisie du soi, grasping, ils disent. S'accrocher, on s'accroche aux pensées, on s'accroche aux émotions, on est tout le temps en train de se bagarrer avec ça. Et là, au contraire, on va ouvrir. Et on va laisser passer les pensées et les émotions, et on va avoir de plus en plus conscience du bleu du ciel en nous, c'est-à-dire de notre vraie nature. Et ça, on va en reparler parce que c'est un aspect qui est très important. Et si vous êtes un peu observateur, vous pouvez le vérifier par vous-même. Vous pouvez voir combien votre conscience a la fâcheuse habitude de s'identifier aux pensées, aux émotions. Par exemple, quand vous avez une émotion très forte, quand vous dites vous-même, c'est plus fort que moi, et vous partez dedans. Et vous vous laissez emporter dans les émotions. Et en fait, on a en état ordinaire, on dirait, on a deux possibilités. Soit, c'était un prêtre d'ailleurs qui disait à propos de la colère, il disait, soit vous explosez et vous faites les dégâts à l'extérieur, soit vous implosez et vous faites les dégâts à l'intérieur. Et en fait, on est toujours dans une espèce de contrôle comme ça. Et dans notre culture particulièrement, on a une culture du paraître, donc on essaie vraiment de donner la meilleure image que de soi aux autres, on essaie toujours de se maintenir, mais le problème c'est que c'est très épuisant. C'est ce qu'il faisait dire à un sage indien qui disait: toute la journée, vous essayez d'être quelqu'un. Vous essayez d'être un bon patron, d'être une bonne épouse, un bon mari, un enfant apprécié, etc. Ou parfois détesté. Enfin bon, bref. Et vous essayez de vous maintenir. Vous essayez d'être un bon employé, un employé modèle, etc. Vous essayez voilà, parce que vous avez envie de toucher votre paye à la fin du mois, donc vous avez envie d'être le meilleur, etc. Puis comme on dit d'ailleurs dans le coaching, soyez la meilleure version de vous-même, et vous vous efforcez d'être cette meilleure version de vous-même. Et c'est très difficile parce que et il disait, toute la journée, en fait, vous faites beaucoup d'efforts pour être quelqu'un. Et à la fin de la journée, vous êtes épuisé parce que ça demande beaucoup d'efforts d'être quelqu'un. Il disait, et vous pourriez être tout simplement vous-même. Et là, on va voir, c'est là tout l'intérêt de ce genre de démarche, parce que vous allez apprendre vraiment à ne plus être en lutte contre vous-même. Mais vraiment d'apprendre à être vraiment à l'aise avec tout ça. Et alors l'autre aspect, et ça pas des moindres, puisque le fait de... comme je viens de le dire, vous pouvez voir combien vous suivez vos pensées. Et donc, on a cette autre option grâce à l'attention, c'est que vous ne refoulez pas vos pensées, vous ne partez pas dedans non plus,
mais vous les laissez être. Et vous êtes capable de ressentir, d'éprouver des émotions. Et c'est là qu'il y a une grande différence entre se laisser emporter dans ses émotions et ressentir ou éprouver une émotion. L'émotion, elle est là, mais comme disait un bouddhiste que j'avais fréquenté, il disait, elle ne vous tire plus vers le bas. Vous restez là. Et vous n'êtes plus esclave de ces émotions. Alors je suis en train d'en parler comme ça a l'air très simple, mais ça demande de la pratique. C'est à force de pratique, parce que c'est très peu habituel pour nous, en fait, d'adopter cette posture. Mais elle est ô combien salutaire. Et on aura, vous verrez, beaucoup des témoignages, d'ailleurs on a plein de témoignages sur le site aussi, des témoignages vidéo qui attestent parfaitement des effets de cette pratique. Donc ça, c'est la première étape. Et ça va avoir beaucoup d'effets, puisque maintenant, il y a eu suffisamment de publications scientifiques sur les effets de cette pratique. On sait que au bout de 3 semaines de pratique de ce genre de démarche, eh bien, on voit une augmentation des anticorps de 30%. Il y a une diminution du taux d'acide lactique dans le sang, le métabolisme se met en phase de repos profond et réparateur, donc c'est extrêmement bénéfique pour le corps. Les échanges se vont beaucoup mieux, il y a une vasodilatation périphérique, donc les échanges sanguins se font beaucoup plus librement. Enfin bon, bref, vous avez toute une suite de réactions physiologiques extraordinairement favorables chaque fois que vous pratiquez. Donc c'est très bon pour le corps et c'est très bon pour le mental, puisqu'on voit aussi un ralentissement des ondes cérébrales qui passent des ondes bêta aux ondes alpha, qui sont des ondes beaucoup plus lentes, et on a constaté que les gens qui produisent plus d'alpha que les autres jouissent d'un meilleur équilibre psychologique, sont souvent des gens beaucoup plus calmes, beaucoup plus paisibles. Donc voilà à quoi va vous mener la pratique. Ça, c'est la première. C'est la première étape, c'est d'éveiller cette attention. Donc là, on va utiliser différents supports que sont le corps, l'esprit lui-même, on va utiliser le souffle, on va approfondir. Vous allez même découvrir que vous avez la capacité d'élargir votre champ de conscience à la fois dans le temps et dans l'espace. Et ça vous donne une capacité à avoir du recul par rapport à vous-même. Si vous pratiquez cette démarche, elle vous apporterait vraiment de très grands bienfaits. Mais au bout d'un moment, vous allez rencontrer des obstacles. Pourquoi ? Parce que notre mental est très rebelle et se laisse pas si facilement discipliner. Et c'est ce qui faisait dire à Chimamanda Rinpoché que l'être humain, c'est comme une voiture à 2 moteurs. Il y a un moteur qui pousse en avant, ce sont nos aspirations, et puis un moteur qui tire en arrière. Ce moteur qui tire en arrière, c'est justement nos obstacles. La peur, la culpabilité, les vues fausses, et tous ces facteurs mentaux qui viennent, c'est un peu comme s'ils nous tiraient par la manche. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont très souvent très inconscients. C'est pour ça que parfois on entreprend des choses et ça ne marche pas. Et c'est pas parce que on fait pas ce qu'il faut, mais c'est souvent cette partie de nous-mêmes qui vient nous empêcher de réaliser nos aspirations. Alors, on va voir le deuxième volet. C'est ce qu'on appelle les postures mentales et les antidotes. C'est quelque chose qui est vraiment très important. On va découvrir donc cette dualité dans laquelle nous sommes enfermés. Et on va voir tous ces, autant d'antidotes, de postures mentales qui vont vous aider à vous défaire de ces nœuds et surtout à donner plus, d'attention à vos capacités et à vos ressources. Donc là, vous avez tout un programme de 12 semaines avec des antidotes extraordinaires. Par exemple, vous allez découvrir le sourire intérieur. C'est une pratique extraordinaire parce qu'elle va vous aider à prendre davantage de hauteur par rapport à vos émotions. Essayez d'imaginer, par exemple, un enfant qui est en train de jouer à un jeu, puis s'énerve, il n'arrive pas à monter son jeu de Lego, et vous êtes en train de le regarder, de l'observer, et quand vous le voyez en train de faire, vous allez avoir un sourire intérieur. C'est un sourire pas de moquerie, mais c'est un sourire de tendresse, de compassion, parce que vous voyez votre petit bout de chou qui se démène comme il peut avec son truc qui est en train de s'énerver. Eh bien, vous allez développer la même attitude vis-à-vis de vous-même. Ça nous arrive tous d'avoir des sauts d'humeur, de nous laisser emporter, et puis ça fait plus de nœuds qu'autre chose, parce que dès qu'on va s'énerver, c'est un peu l'histoire de l'écheveau de laine que vous avez entre les mains. Plus vous allez vous énerver, plus vous allez avoir de nœuds. Et là, c'est important d'avoir de la hauteur. Plutôt que se mésestimer, parce que souvent c'est ce qu'on fait, on a été un peu à côté de la plaque, et on va avoir une espèce d'auto-jugement, parfois sévère d'ailleurs, et qui va faire que ça va apporter finalement de la négativité. Alors que si au contraire vous êtes capable de vous voir avec ce détachement, ce recul salutaire, eh bien ça va vous apaiser, et ça va vous aider à voir les choses avec un peu plus de recul et un peu plus d'objectivité.
Un autre aspect qui est très important, je parlais d'un des grands obstacles au bonheur, à la réalisation de soi, c'est la culpabilité. C'est un véritable poison. Et il y a toute une leçon qui a été consacrée à cet aspect parce que c'est générateur d'angoisse, d'anxiété. Souvent, la culpabilité, justement, est un grand facteur de stress. Ça conduit justement à l'auto-jugement, parfois sévère. On peut devenir très destructeur ou très autodestructeur. Donc là, je pense que c'est un aspect qu'il faut pouvoir vraiment traiter avec beaucoup d'attention. Et là, il y a tout un cours qui est consacré à ça. On vous parle de l'acceptation de soi. Ça va vous aider à accepter à la fois vos capacités, de les reconnaître, de mettre un peu plus de conscience sur vos ressources et vos capacités, et puis à poser un œil beaucoup plus objectif sur ce que vous considérez comme votre négativité, comme vos défauts. On va voir, vous avez un exercice pour vous aider à réaliser plus aisément vos objectifs, parce que c'est encore la fameuse histoire de la voiture à deux moteurs, ce moteur qui pousse en avant, ce moteur qui tire en arrière. Et bien là, on vous montre concrètement comment favoriser, nourrir en quelque sorte vos aspirations pour leur donner de la puissance et comment neutraliser ce moteur qui vous tire en arrière. Ensuite, vous avez les incontournables techniques de visualisation, d'imagerie mentale, de suggestion, qui sont des pratiques très puissantes. Et on va voir des pratiques qui s'adressent au corps, mais aussi des pratiques qui vont aller dans le sens d'une meilleure estime de soi. Vous avez un exercice sur la motivation, parce que la motivation, c'est un moteur très puissant, il faut pouvoir le nourrir. Et puis, vous avez un exercice complètement et entièrement consacré à la confiance en soi. Ensuite, on va découvrir une pratique qui s'appelle l'équanimité des sentiments, une pratique qui est extraordinairement déculpabilisante puisqu'elle va vous aider à, en quelque sorte, à légitimer votre aspiration au bonheur. Et on termine sur une initiation à la nature, à la véritable nature de l'esprit, le bleu du ciel dont je vous parlais tout à l'heure. Et là, on arrive au troisième volet. Ça, c'est vraiment, je dirais, le cœur, parce que c'est très important. Pour reparler de cette histoire des nuages qui seraient représentés par nos pensées, nos émotions, et le bleu du ciel, il y a très peu de gens qui ont véritablement conscience de leur vraie nature, parce que on prend nos pensées, nos émotions pour notre vraie nature. C'est ce qu'on appelle l'attachement à un moi. Mais en fait, nous sommes beaucoup plus que ça. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Quand la vague réalise quel est l'océan. Et en fait, on va prendre conscience qu'on est beaucoup plus que ce qu'on imagine. En fait, on est enfermé dans des croyances et ces croyances nous limitent. On parle parfois de croyances limitantes, mais en fait, elles le sont toutes. Dès l'instant où vous croyez, vous êtes enfermé dans une bulle d'idées, de croyances, de concepts. Et on ne se définit pas nos pensées. C'est Descartes qui disait « je pense donc je suis ». Sauf que si on arrête de penser, on n'est plus alors. Mais regardez, c'est très intéressant. Vous pouvez faire cette petite démonstration avec vous-même. Si vous avez conscience, prenez conscience de vos pensées. Vous voyez, vous avez une pensée qui s'élève à la conscience. Elle va rester un certain temps dans champ de conscience, puis ensuite elle va disparaître pour faire place à une autre pensée. Et les pensées apparaissent, disparaissent sans arrêt. Pourtant, vous qui avez conscience de cette pensée, vous n'avez pas l'impression qu'un petit peu de vous disparaît avec cette pensée. Donc, la question se pose. Je ne suis pas mes pensées puisque je suis capable de les observer et je ne disparais pas lorsqu'elles disparaissent. Le corps change sans arrêt. On sait très bien aujourd'hui, scientifiquement, qu'au bout de 7 ans, vous avez changé et vous n'avez plus un seul des atomes qui constituaient votre corps. Tous les 7 ans, vous changez d'atomes. Et ça veut dire, quand vous parlez de votre corps, vous parlez duquel? Et le corps se transforme, change, vieillit. Donc, c'est difficile de dire « je suis le corps ». Et un jour, il va mourir. Donc la question fondamentale se pose à nous, qui suis-je fondamentalement? Qui est conscient de ces changements? Qui est conscient de ces phénomènes? Et là, on va aborder ce sujet parce que c'est là que se trouvent tous nos potentiels innés, tout ce qui est inhérent à notre vraie nature. Et ça peut changer toute notre perception et qui va s'enrichir. Comment dire? C'était un sage à qui on avait posé la question par rapport à cette réalisation, mais il disait c'est ça l'état naturel. C'est cet état qui nous permet, c'est là où on commence vraiment à vivre, parce qu'on n'est plus identifié, on n'est plus perdu dans nos pensées, dans nos émotions. On révèle toute cette dimension qu'est la nôtre.
Et là, on va voir, il y a tout un programme de 12 semaines aussi, dans lequel vous allez découvrir, on va apprendre à se libérer de, des vues fausses, mais aussi on va révéler toutes nos capacités d'amour, de compassion, de bienveillance, et tout ça qui va enrichir notre vie, qui va lui donner tout son sens. Donc voilà, à peu près ce que vous allez découvrir dans ce programme, si vous désirez le suivre. Voilà. Donc maintenant, on va passer au troisième volet, et je vais répondre à vos questions. Oui. Alors, c'est Valérie qui pose la question suivante. Comment arriver à rester tranquille face à certains événements qui d'habitude pourraient nous stresser ? Je crois que j'ai répondu à cette question pendant toute la conférence, puisque j'ai expliqué que, en fait, ce sont nos réactions, notre perception, la perception consciente ou inconsciente que nous avons de la situation, qui génère la réaction, et non pas la situation extérieure. Donc, toute la démarche dont je viens de vous parler, que je viens de vous présenter, en fait, est destinée à ça, à vous défaire de tous ces nœuds. Voilà, pareil pour Sonia, je pense, les crises d'angoisse sont incontrôlables. Ouais. Que faire ? J'aurais envie de vous dire, comme disait mon vieux maître Chimène Rinpoché, pratiquez. C'est la mise en application qui va vous aider à vous en défaire. Montaigne, comment soigner un schizophrène sur son stress ? Là, on est dans des cas de pathologie extrême. C'est très difficile à répondre. Alors, moi, j'avoue que j'ai eu parfois des schizophrènes dans mes cours. On a eu des résultats assez intéressants. Je sais que on a un chercheur, qui d'ailleurs vous verrez son témoignage, qui travaille dans les neurosciences, qui essaie d'appliquer la méditation sur la schizophrénie, et visiblement avec de bons résultats. Donc je pense que ça vaudrait le coup d'essayer de l'appliquer, oui. Donc Sylvie, avez-vous une technique rapide pour évacuer le stress avant une action précise, type prise de parole en groupe ou présentation séminaire ? Il y en a, mais il faut savoir, c'est l'idéal, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a toujours cette perception qu'on a. Tant qu'on a une image de soi dévalorisée, tout ça, ou on manque de confiance, on risque effectivement d'être emporté dans un stress important quand on sera face à un public. Et c'est un domaine que je connais, puisque apprendre à parler en public, je fais ça depuis 35 ans. Mais par contre, il y a toute une pléthore d'exercices respiratoires qu'on peut faire pour bien oxygéner son cerveau avant d'entrer sur scène et de parler à un public. Il y a des pratiques d'anticipation qui sont basées sur la visualisation, l'imagerie mentale, qu'on peut mettre en application, qui nous permettent d'anticiper un stress. Parce que la meilleure façon, d'ailleurs, de gérer un stress, c'est de l'anticiper. Je vais vous donner d'ailleurs un exemple. Quand j'étais en cabinet, je suis intervenu plusieurs fois dans des écoles et on a fait des préparations aux examens. Et ce que je faisais, par exemple, avec les élèves, je leur demandais, avant l'examen, je leur disais, qu'est-ce que vous redoutez le plus qui pourrait arriver à l'examen. Donc je leur demandais de le noter et ensuite je leur disais, maintenant, essayez d'imaginer si ça arrive. Qu'est-ce que vous faites ? Et là, on voyait la réaction, c'était extraordinaire, parce que je disais, mais moi, je n'ai pas envie que ça arrive, etc. Mais je dis, oui, mais c'est une possibilité. Vous ne pouvez pas l'éviter. Si ça arrive, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, là, vous n'êtes pas en situation. Qu'est-ce que vous allez faire si ça arrive ? Et je dis, là, vous avez la chance de ne pas être encore à l'examen et de prendre à bras-le-corps, en fait, votre difficulté. Et donc, je leur demandais de prendre un à un toutes les difficultés, tout ce qui pouvait générer de la crainte en eux. Par exemple, il y avait un élève qui a dit comme ça, moi, ce que je redoute le plus, c'est de tomber sur une question à laquelle je n'ai pas la réponse. Alors, je lui ai posé la question, je lui ai dit, mais alors, qu'est-ce que tu ferais si ça arrive ? Je sais pas, justement, j'en sais rien, je vais paniquer, je perds mes moyens, etc. Je lui ai dit, mais là, tu n'es pas à l'examen, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Essaye d'imaginer que ça arrive, ou que ça arrive à quelqu'un d'autre, par exemple, si t'as un peu de mal. Puis il a pris le temps de réfléchir, puis au bout d'un certain temps, il a dit, en fait, finalement, j'y avais pas pensé, mais je pourrais passer aux autres questions et la reprendre après. Et oui, ce qui est important, c'est que l'émotion paralyse votre intellect. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes en situation, par exemple, dans une situation d'examen, si vous n'avez pas anticipé la difficulté,
en fait, ce qui va se passer, c'est que c'est votre émotion qui va prendre le dessus et qui va vous prendre par la main. Alors que si au contraire vous anticipez votre stress, et c'est là où cette pratique toutes ces pratiques dont je vous parle vont être extrêmement utiles parce que vous pouvez littéralement et mentalement vous préparer à une situation à venir. Même parce que souvent on veut pas entendre parler des difficultés. Et c'est une erreur parce que ça ne nous aide pas à nous défaire. On part dans une situation avec en arrière-plan une petite voix pourvu que ça ne m'arrive pas. Alors qu'au contraire, on devrait plutôt se dire, bon, si ça arrive, qu'est-ce que je fais? Et là, on est beaucoup plus armé. Question suivante. Donc, ces gens qui posent une question, je pense que c'était en lien avec ce que tu as dit. Donc, il faut laisser exister notre émotion quand elle vient et la laisser partir. C'est ça. Comment la pratique permet-elle d'y parvenir plus facilement? Alors, vous allez pouvoir essayer, après j'ai oublié de vous le dire d'ailleurs, après cette conférence, on va vous donner la possibilité d'expérimenter ça, de faire un essai. Parce que moi, j'ai pas envie que vous vous engagiez sur une démarche qui vous convient pas. Donc, vous allez pouvoir essayer. On va vous laisser un peu de temps pour ça. Vous allez pouvoir essayer un premier exercice. On vous offrira aussi un deuxième exercice du deuxième niveau. Comme ça vous permettra d'avoir une petite idée. Marie-Annick, comment gérer ses émotions quand on est enfant, issu d'un viol, et que notre mère nous a repoussés, rejetés depuis notre naissance? Comment vivre avec cela et surtout s'en sortir? Je n'y arrive pas. C'est pas la question, c'est maintenant qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer cette situation? Parce qu'on voit très clairement à travers votre question que vous subissez encore vous n'êtes pas passé à cette étape de la résilience. Vous êtes en train encore de subir ça. Donc là, il est temps de faire quelque chose pour vous-même. Et tout ce que je vous dis, alors je ne sais pas si vous êtes là depuis le début de la conférence, et si c'est pas le cas, je vous recommande d'écouter le début. Mais c'est là où c'est important de commencer, de vous dire maintenant, je vais me prendre en main, je vais prendre ma vie en main, et je vais commencer à apprendre à m'aimer. Et ça, c'est la pratique, parce que je vous parlais de bienveillance, d'éveiller cette bienveillance. On a eu d'ailleurs, même dans les stages, même des cas extrêmes, on a eu des femmes qui ont été violées, et on a vu les effets de la pratique qui ont été assez spectaculaires sur ces personnes, parce qu'elles ont retrouvé cette estime d'elles-mêmes, elles ont appris vraiment à se respecter, à s'aimer, etc. Et ça va vraiment changer. Donc ne restez pas avec ça. Ne restez pas avec ce sentiment négatif sur vous-même. Maintenant, il est temps de vous dire, maintenant, je vais entreprendre quelque chose pour améliorer justement cette estime de moi-même, d'avoir un peu plus de respect pour moi-même, pour retrouver une vie beaucoup plus heureuse. Alors, Pierre, la somatopathie. Alors, j'ai fait de l'EMDR, mais je suis tombée dans les pommes. Quelle thérapie pour guérir d'un stress post-traumatique? La démarche que je viens de vous présenter, elle apporte de très bons résultats. On a eu des personnes qui avaient subi des événements très traumatisants et qui n'avaient pas réussi à s'en libérer par d'autres démarches. Elles ont retrouvé leur sérénité. Ça prend du temps, encore une fois. Il faut que vous compreniez, essayez d'imaginer votre situation. Imaginez un nœud, s'il n'est pas trop serré, ça va pas demander beaucoup d'efforts pour le défaire, pas trop d'énergie non plus. Mais s'il est très serré, ça va demander beaucoup plus de temps et ça va demander un peu plus d'efforts pour arriver à le défaire. Mais dans tous les cas, on peut y arriver. Eh bien, vous êtes un peu dans cette situation. Il y a personnes chez qui ça va mettre plus de temps. Ça dépend de votre point de départ et d'autres qui vont arriver à des résultats très vite. Mais si vous patientez, si vous pratiquez régulièrement, parce que la pratique se fait régulièrement, chaque jour, dans le plaisir, c'est très important, on va en parler tout à l'heure, et c'est ça qui va faire que les choses vont commencer à changer. Il faut comprendre, c'est que vous avez développé un grand nombre d'habitudes qui sont inscrites en vous, qui sont inscrites dans votre cerveau. Les bouddhistes parlent de sillons qui ont été creusés sur la conscience. Et on voit maintenant, parce que on connaît un peu mieux le cerveau, vous avez certainement entendu parler de la plasticité du cerveau. Si par exemple vous commencez à apprendre, je sais pas, du piano par exemple, la première leçon va être très difficile parce que vous aurez peut-être un peu de stress. La deuxième le sera un petit peu moins, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que votre cerveau crée de nouvelles connexions qui s'enrichissent
leçon après leçon. C'est pour ça qu'on dit, il ne faut pas arrêter. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous continuez, persévérer, et jusqu'à ce que vous soyez complètement à l'aise avec la discipline. Aujourd'hui, le problème, on a des problèmes de patience, c'est que les gens, ils voudraient savoir tout de suite, très rapidement, ce qui n'est pas possible. Donc, il faut quand même laisser le temps à votre cerveau de s'imprégner. Toutes nos émotions, elles ont été apprises, elles ont été répétées encore et encore, elles ont creusé des sillons sur la conscience. Et elles correspondent parfaitement à un schéma neuronal. Mais ce qui est intéressant, c'est que si un sillon a été creusé, on peut en creuser un autre et abandonner celui-là. Si par exemple vous avez une tendance à la colère, eh bien vous pouvez faire exister autre chose que la colère. Ça prend du temps, mais néanmoins, il faut comprendre que ce sont des habitudes mentales qu'on peut défaire les unes après les autres avec la pratique. En fait, vous allez créer de nouveaux sillons grâce à la démarche. Alors, 2 personnes posent des questions un peu similaires sur le sentiment de culpabilité, la culpabilité. Laurent, est-il possible de venir à bout de la culpabilité quand elle est ancrée en nous depuis l'enfance? Et Juliette, qui rejoint la question de Laurent, la culpabilité fait partie de moi, comme si je me sentais responsable de tout et de tout le monde. Et oui, ça c'est une vraie plaie. Ça prend du temps. En fait, ça vient pas de votre enfance. Ça vient beaucoup plus loin. Il faut savoir que la culpabilité, c'est quelque chose qui est ancré dans l'inconscient collectif. C'est la pensée manichéenne, le bien, le mal, le jugement, l'auto-jugement, etc., qui a été véhiculé de génération en génération depuis des siècles. Et donc c'est pas si vos parents vous l'ont transmis, c'est parce que eux-mêmes on leur a transmis cette culpabilité. Donc c'est pas d'aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment on a pris un chemin, on est tombé sous l'angle du jugement et qui a fait que on est dans cette démarche. Heureusement, on peut s'en libérer. Ça prend du temps parce que ce sont là aussi des habitudes qui sont profondément ancrées, mais à force de réflexion, de méditation, de pratique, eh bien on arrive petit à petit à se défaire et aller vers une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus positive aussi de la situation. Parce que le problème, il y a une personne qui me disait un jour, ouais, mais est-ce que ça déresponsabilise pas les gens, la culpabilité, de pas être coupable? Mais c'est tout l'inverse. Parce que justement, un coupable, il a tellement honte souvent, il va refouler. S'il a commis un acte pas très heureux, eh bien, il va essayer au contraire de le refouler. Il aura même parfois beaucoup de mal à reconnaître son erreur. Alors que quelqu'un qui est pas coupable du tout, qui se sent pas coupable, il va reconnaître que son comportement n'a pas été très heureux ni très approprié. Et il va l'admettre très volontiers, parce qu'il n'y a pas de culpabilité. Donc c'est tout l'inverse, ça nous rend beaucoup plus responsables. Sophie, comment faire face à un deuil? J'ai perdu mon mari brutalement, jamais redescendu de la montagne. Nous étions mariés depuis 15 mois seulement. Je n'arrive pas à admettre, je suis fracassée, très en colère et effondrée. Je pense que la pratique pourrait vraiment beaucoup vous aider. Alors peut-être que vous pouvez faire aussi je ne sais pas si vous avez déjà entrepris une thérapie, mais en tout cas, je pense que cette démarche pourrait vraiment beaucoup vous aider parce que vous voyez bien que ça vous rend malheureuse et que votre malheur ne contribue à aucun bonheur. Vous êtes dans un cercle vicieux duquel vous n'arrivez pas à sortir. Donc à un moment, si vous continuez dans ce sens, vous connaissez l'aboutissement mieux que moi. Donc il y a un moment, il convient de se dire, bon, maintenant, est-ce que je continue à penser de cette manière ou est-ce que j'entreprends quelque chose? Je pense que c'est très important, je le répète pratiquement à toutes les conférences que je donne, et c'est facile à comprendre. Si vous continuez à penser, à agir et à vous exprimer comme vous l'avez toujours fait, vous ne pouvez pas espérer avoir des résultats différents de ceux que vous avez obtenus jusque-là. Et c'est là tout l'intérêt de cette démarche, c'est qu'elle va vous amener à prendre suffisamment de hauteur par rapport à vous et à commencer à changer votre façon de penser, votre façon de regarder, votre façon évidemment d'agir, puisque c'est induit par votre pensée, et de votre façon de vous exprimer. Et vous aurez forcément des résultats différents. Alors, 2 questions qui se rejoignent, donc j'en profite. C'est Diana et Raphaël. Diana pose la question suivante. Pendant la nuit, je me réveille et automatiquement, je commence à avoir des pensées anxieuses au point d'avoir des tachycardies. J'essaie la respiration, mais c'est tellement fatigant, ça devient un handicap. Et Raphaël, est-ce que l'on peut agir sur les cauchemars,
je dis cauchemar chaque nuit, qui provoquent un état de stress immense dès le réveil. Il y a deux choses que vous devez faire. La démarche peut vous aider aussi. Je pense qu'il faudrait peut-être... moi, je suis assez adepte de la médecine chinoise, médecine traditionnelle chinoise. Je parle pas d'acupuncture, hein. Je parle de la médecine traditionnelle chinoise. Il faudrait voir si vous avez quelqu'un qui est pas loin. Nous, on a quelques adresses qu'on peut vous proposer à Paris, à Lyon, en Alsace, en Bretagne aussi. On a quelques adresses de gens qui peuvent vous aider. Parce que souvent, c'est le signe d'un grand déséquilibre. Alors, il faut savoir aussi, c'est que si le médecin chinois va vous recréer cet équilibre, ce qui fait que normalement, ce genre de problème va se régler. Mais si vous continuez, si vous ne faites rien à côté, c'est pour ça que moi j'ai beaucoup travaillé, je travaille toujours avec des médecins chinois parce que je trouve que c'est une très bonne pratique, mais le médecin chinois, lui, ne fera que recréer l'équilibre. Mais vous allez continuer à déséquilibrer par votre mode de pensée, votre façon d'être, etc. Donc si vous changez rien à ce niveau-là, vous allez vous retrouver toujours avec le même problème. On fait la même chose avec la dépression. La médecine chinoise peut vraiment aider à ce niveau-là. Et la pratique, elle, va vous aider à avoir un mode d'être, un mode de vie, un mode de pensée beaucoup plus sain, beaucoup plus constructif. Et par rapport au cauchemar, et ben le cauchemar, c'est ce qu'on appelle c'est une forme d'alerte. C'est-à-dire il y a quelque chose qui va pas dans votre vie. Votre cauchemar est en train de vous dire tu vis mal. Et il faut changer quelque chose. Donc il faut en prendre compte. Alors dernière question. Ah d'accord. Donc les dernières questions. Alice, comment mettre la lumière sur des croyances inconscientes? Par la pratique dont je vous parlais tout à l'heure. En fait, quand vous allez éveiller votre attention, ce dont je parlais tout à l'heure, pour ceux, encore une fois, je le répète, ceux qui sont venus, qui ont pris en chemin, je vous recommande d'écouter au début. La pratique de l'attention dont je vous parlais tout à l'heure va vous aider à être un peu plus conscient de vous-même, un peu plus conscient de votre corps, un peu plus conscient de vos pensées. Et ce qui va vous permettre de vous défaire de tout ça, de plus vous identifier à toutes ces pensées négatives, à toute cette négativité. Erwan, je me pose beaucoup de questions sur l'existence du monde et de l'humanité. Ça m'angoisse. Comment voir les choses autrement? En fait, on peut pas voir les choses autrement que ce qu'elles sont. Aujourd'hui, il est clair. Je vous disais tout à l'heure, on peut pas espérer avoir des résultats différents de ceux qu'on a obtenus jusqu'à aujourd'hui si on continue à penser, à agir, à nous exprimer comme nous l'avons toujours fait. Ceci est vrai pour l'individu, mais il est vrai pour l'humanité. Aujourd'hui, on est en train de récolter ce que nous avons semé. L'équilibre écologique est complètement perturbé. Il y a des taux de pollution extraordinaires. D'ailleurs, je vous recommande, il y a un film qui s'appelle Bien dans ton assiette, la preuve par deux, qui donne d'excellentes solutions pour se nourrir de façon saine et d'éviter de nombreuses maladies, mais aussi il témoigne des effets délétères de nos modes de consommation. Donc on est en train de détruire la planète aujourd'hui, et donc on est en train de se détruire. Donc c'est normal d'être angoissé, c'est normal d'être inquiet. Mais il y a un moment, passé cette inquiétude, il faut se dire maintenant, qu'est-ce que je fais pour participer à un autre monde? Et c'est là où c'est important, comme je le disais tout à l'heure, ça n'est pas du tout égoïste de penser à soi, de s'occuper de soi sainement, pas se préoccuper de soi, mais de s'occuper sainement parce que vous serez beaucoup plus en capacité d'aider les autres. Qui mieux qu'une personne heureuse peut apporter du bonheur autour d'elle? Et je pense qu'aujourd'hui, et nous c'est ce qu'on fait à travers Planète Altruiste aussi, à travers notre association, et puis à travers toute la démarche, tous les cours, parce que ça se limite pas, pour moi, ces cours ne se limitent pas juste à vous aider dans vos difficultés personnelles, mais à vous aider à avoir une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus altruiste aussi, de se dire, de voir, c'est important ce que vous faites, parce que votre bonheur va contribuer au bonheur des autres, va contribuer à instiguer, quelque chose de beaucoup plus positif dans le monde. Vous voyez, les gens se plaignent que dans notre culture, il n'y a pas d'amour. Mais le problème, c'est que personne n'en met. Donc, on peut pas espérer avoir de l'amour si on n'en met pas.
Donc, alors que si on a des gens qui commencent à éveiller leur attention, leur bienveillance à l'égard d'eux-mêmes, qui va automatiquement rayonner autour d'eux, parce que ça va changer leur rapport avec eux, ils vont avoir beaucoup plus d'attention à l'égard de leurs proches, ils vont voir que de se faire du bien, ça aide à aider les autres. Comme je le disais tout à l'heure, si vous avez confiance en vous, vous serez beaucoup plus enclin à aller vers les autres. Si vous avez beaucoup plus de respect pour vous-même, vous serez beaucoup plus enclin à respecter les autres. Donc vous allez apporter quelque chose à ce monde, quelque chose de beaucoup plus positif. Donc cette méthode, cette démarche ne limite pas juste à vous, c'est aussi, ça permet de créer un rayonnement autour de vous. Donc voilà. Alors, bon, après, Une petite dernière, c'est bon? Une petite dernière. Allez, une petite dernière. C'est en lien avec... alors, Laurent, je n'ai pas très bien compris votre question, Laurent. Laurent pose la question, peut-on vivre sereinement avec une culpabilité? Bah non. J'ai perdu mon conjoint qui s'est suicidé. J'ai mis 3 ans avant de me sentir coupable, mais sans être mal. Et il y a 6 ans qu'il est parti. Bah non, la culpabilité, c'est un auto-jugement. Donc, comment est-ce qu'on peut être heureux à passer son temps à s'auto-juger, à se dire qu'on est mauvais, d'avoir ce genre de pensée? C'est impossible. Ce qui nous permet d'être bien, c'est la bienveillance. Bienveillance. Donc, on met du bien envers soi-même. Il y a un moment, je pense que c'est pour ça que quand je disais en absence de culpabilité, on est capable de reconnaître ses erreurs. Une fois qu'on a reconnu ses erreurs, ça sert à rien de se faire du tort. Et comme je me plais à le répéter aussi, quand vous vous sentez coupable, non seulement ça vous fait pas de bien, mais ça n'aide en rien la personne qui a souffert de votre fait si c'est le cas. Donc, à quoi ça sert? Je vois souvent des personnes qui disent « Je me sens coupable de voir tous ces gens qui souffrent dans le monde, je me sens coupable de voir ces animaux qui sont torturés dans les abattoirs, etc. » Je dis « Mais ça ne les aide pas. Votre culpabilité ne les aide pas. Ça ne sert strictement à rien. La culpabilité, c'est probablement le sentiment le plus inutile. C'est ce qui faisait dire à un Américain « Si vous vous sentez coupable, c'est très bien, mais débarrassez-vous-en. » Donc, il y a un moment, il faut pouvoir vraiment se défaire. Donc, peut-être une question qui pourrait aider certaines personnes. C'est Toto qui pose la question, quelle est la relation entre le stress et le système digestif? Puisqu'on sait que le stress a un impact sur la santé, globalement. Là, on parle directement des effets des émotions. Regardez, si vous êtes plein de colère, si vous êtes plein d'anxiété, plein de tous ces sentiments négatifs, comment votre corps il va? Il va pas bien. Il peut pas être bien. Et surtout si ça se répète, si c'est épisodique, si de temps en temps vous avez une colère, bon, ça arrive à tout le monde. Mais si vous êtes tout le temps en état de colère, ou si vous êtes tout le temps en état d'anxiété, si vous êtes tout le temps, ça grève votre santé. Votre corps, il peut pas être bien. Comme disait Dalai Lama, il n'y a rien que le corps n'aime plus que la détente, et il n'y a rien que l'esprit n'aime plus que la paix. Quelqu'un qui est en paix met son corps en paix. Et il lui permet de se reposer, de restaurer son équilibre, etc. Parce que on le déséquilibre tout le temps. Donc, c'est évident, et aujourd'hui d'ailleurs, je crois que c'est les Américains considèrent que 90% des maladies sont induites par le stress. Et nous, on a un peu plus de mal en France, mais il est clair aujourd'hui qu'on sait à quel point c'est un grand facteur de maladie. Donc on a tout intérêt à se libérer de son stress. C'est bon? Oui. Voilà. Bon, on va passer à la troisième phase. Je vais vous présenter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir tout de suite après cette conférence essayer la démarche. À vous de voir si ça vous convient ou pas. Maintenant, si vous êtes intéressé, je vais vous parler maintenant concrètement comment ça se passe. Et sinon, vous pouvez même commencer dès ce soir. Vous allez recevoir une leçon par semaine. Il y a 31 leçons, 31 clés, on vous en a parlé. Donc ça veut dire que vous avez 9 mois de formation. Non, c'est extraordinaire. Alors, il y a des personnes qui nous disent 9 mois, mais c'est long. En fait, non. En fait, tous les gens qui suivent la démarche nous disent ah, mais c'est déjà fini quand ils arrivent au bout des 9 mois. Parce que vous allez voir, il y a un enrichissement extraordinaire. Vous allez apprendre énormément de choses. C'est pas juste de la pratique. Vous allez recevoir des connaissances très précises, très pointues. Vous allez vraiment vous enrichir. Vous allez voir des clés quand on vous parle de vraies clés et vous allez le vérifier par vous-même. C'est passionnant en fait. Du début à la fin, c'est passionnant parce que vous allez découvrir comment fonctionne l'esprit, comment vous pouvez vous libérer
de vos émotions lorsqu'elles sont accaparantes, de prendre de la hauteur, de vous détacher, de retrouver une vie beaucoup plus équilibrée, beaucoup plus saine. Vous allez voir comment vous pouvez éveiller vos capacités, votre capacité à aimer, à avoir de la compassion, à vous sentir bien. Enfin bref, vous allez vraiment être équipé. Et puis surtout, vous allez découvrir une chose, ça c'est très important, c'est que la pratique, c'est du plaisir. Comme je dis souvent, si vous avez 20 minutes de plaisir à vous accorder, un quart d'heure, 20 minutes par jour à vous offrir de plaisir, alors la démarche, elle est faite pour vous. Parce que jamais ça se fait dans la contrainte. D'ailleurs, dès qu'une personne me dit « je dois faire ma pratique », je leur dis « non, surtout pas, ne faites pas ça. Vous ne devez pas faire votre pratique. Accordez-vous du temps pour vous. Accordez-vous du plaisir. » Et là, l'excuse du temps, parce que ça, on me la sort à chaque fois, les gens me disent « j'ai pas le temps ». Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On est passé à pratiquement à 5 heures de télévision par jour. C'est énorme en France. Et quand les gens me disent j'ai pas le temps, vous enlevez un quart d'heure du temps que vous passez sur votre écran de télé ou votre écran d'ordinateur, et puis vous vous dites celui-là, je vais le prendre pour moi. Et vous allez vous occuper de vous. Et vous allez prendre soin de vous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que comme vous allez vous faire du bien et que c'est agréable, eh bien, et ça va induire des effets, et quand vous allez voir que ça vous fait du bien, ben vous aurez envie de recommencer. On entre dans ce qu'on appelle un cercle vertueux. Et plus ça vous fait du bien, plus vous allez avancer, plus vous allez pratiquer. Et c'est ça le but recherché. Et j'ai découvert ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que avec mes amis bouddhistes, quand j'étais avec eux, en fait, ils parlaient de l'effort joyeux. Nous, quand on parle d'effort, c'est effort égale contrainte. Et c'est pour ça qu'on a parfois du mal à transmettre ce genre de démarche, parce que les gens ils se disent « Ah ouais, mais il faut faire un effort !» Parce qu'ils associent effort à contrainte. Alors que si vous pratiquez un effort joyeux, regardez un enfant qui joue. Il fait un effort, mais il joue. C'est un effort joyeux. Il se fait plaisir. Et quand vous faites quelque chose avec plaisir, vous n'avez pas le sentiment de faire un effort. Mais pourtant, vous en faites un. Ça libère de l'énergie, au contraire. Vous avez beaucoup plus d'énergie. Alors que si vous pratiquez dans la joie, dans le plaisir, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus envie de le faire et vous allez vraiment vite progresser. Et vous allez voir, encore une fois, c'est un cours qui est vraiment passionnant du début à la fin. Vous n'allez pas arrêter de vous enrichir, d'acquérir des connaissances qui vont vous servir, mais toute votre vie. Il n'y a pas un domaine où vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, vous recevez une leçon par jour. Une leçon par semaine, pardon. Vous avez une présentation écrite, une présentation audio. La présentation, c'est très important. Elle est aussi importante que la pratique. Vous allez pouvoir faire l'exercice avec l'enregistrement, avec la version enregistrée. Et ensuite, vous allez pratiquer régulièrement, tous les jours, avec cette pratique, un effort joyeux dans le plaisir. Donc, je le répète, vous piquez un quart d'heure sur le temps que vous passez à la télé. Et je suis sûr, hein, si vous n'avez pas trop de mauvaise foi, vous savez que vous passez beaucoup de temps sur la télé ou dans des conversations oiseuses qui ne servent pas à grand-chose. Donc, vous prenez un quart d'heure pour vous et vous le gardez pour vous et vous prenez soin de vous. Et là, vous allez pratiquer l'attention sur vous-même, vous allez éveiller la bienveillance à l'égard de vous-même, vous allez devenir un ami pour vous. Et de semaine en semaine, comme ça, vous allez progresser. Nous, toute l'équipe, alors vous ne serez pas seul, parce que toute l'équipe va être là pour vous aider. Nathalie, qui est à côté de moi, va vous accompagner, moi je vais vous accompagner, Loïc qui est derrière l'écran va vous accompagner, on va être tous là pour vous aider. Et en plus, on a créé un groupe de soutien sur Facebook. Vous avez, aujourd'hui, on a une communauté de près de 5000 personnes, hein, je crois qu'on est à peu près à ça, hein. Ouais, près de 5000 personnes, et les anciens soutiennent les nouveaux, quand les nouveaux posent des questions, et nous on intervient sur le groupe, Nathalie intervient, moi j'interviens, et je crée des posts d'ailleurs régulièrement pour compléter la démarche, et en plus vous allez voir après, on va vous apporter énormément de compléments en plus de la démarche. Les cours, vous allez les retrouver d'abord sur votre espace client. Vous avez une plateforme qui est très très bien faite, qui va vous permettre d'accéder à vos cours très librement. Mais on a aussi, et c'est en option, c'est gratuit, vous allez avoir une appli. Donc on va vous la montrer, que vous pourrez télécharger. Alors, regardez tout de suite la troisième colonne, c'est là où vous avez vos cours. Donc là, vous pouvez télécharger la présentation écrite, écouter la présentation audio, et donc vous pouvez emmener vos cours partout où vous êtes. Et en complément, vous regardez, vous avez
plein de, comme je vous disais, 60% de notre activité est gratuite. Vous avez les méditations collectives, vous avez les balades de Bruno, vous avez le mot du jour, vous avez des méditations en complément, enfin bon bref, vous avez tout ça pour vous aider qui complète très avantageusement vos cours. Donc vous avez tout un environnement. Voilà. Et je crois qu'on est les seuls à proposer une application avec les cours. Voilà, on peut retirer l'image. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié ? Les tarifs. Alors, si vous êtes allé voir un professionnel, genre relaxologue, sophrologue, etc., ou un coach, vous savez qu'une séance coûte en général entre 40 et 150 euros. Moi, lorsque j'étais en cabinet, j'essayais de tirer les prix vers le bas parce que je voulais que tout le monde y participe. Je demandais seulement 30 euros, mais je peux vous assurer que quand on est en cabinet, 30 euros, la séance est vraiment très très dure parce que quand on a le loyer, on a les charges, etc., c'est très difficile. Et je salue d'ailleurs toutes les personnes qui font cet accompagnement. Alors, l'avantage qu'on a, nous, avec ce système, c'est qu'on peut vous faire vraiment des tarifs accessibles. La séance coûte 11,29 euros, 11,30 euros la séance. Et donc, vous multipliez par 31 leçons, ça vous fait 349 euros pour 9 mois de formation. Vous ne trouvez jamais une formation à ce prix. Et encore une fois, avec l'accompagnement. Plus tous les compléments que vous allez recevoir. Mais on va faire même mieux que ça. Vous allez... alors, ce tarif, normalement, le tarif normal, c'est 30 euros, justement. Mais si vous commandez dans les 24 heures, voilà ce que vous allez recevoir. On va faire apparaître la petite affichette. Voilà. Non seulement vous allez avoir, si vous commandez sous 24 heures, chaque leçon à 11,29 €, donc 349 euros l'ensemble des cours, mais vous allez recevoir aussi en plus 5 jours de stage en vidéo. Normalement, ça vaut 150 euros. C'est très riche. Vous aurez l'impression d'être dans un stage. Vous avez des pratiques, vous avez des enseignements. C'est très, très riche. Vous avez un atelier vidéo sur la confiance en soi. Vous avez 9 vidéos de 1 heure, plus 2 vidéos de bonus de 15 minutes. Là aussi, très complet. C'est pareil, ça vaut à peu près la même chose. Et ça vous est offert. Vous avez le CD du mois. Le CD du mois, c'est pendant toute une année. Vous allez recevoir des extraits, des enseignements qui ont été donnés, soit en stage, soit en atelier, soit en séminaire. Tous les mois, vous allez avoir des compléments comme ça qui vous seront offerts. Ça, c'est si vous commandez dans les 24 heures. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut pas prendre trop de monde. À chaque conférence, on limite à 24 heures parce que nous, on doit être là pour vous, on doit pouvoir vous accompagner, il faut qu'on puisse répondre aux mails. Ça fait énormément d'emails à traiter et on est là pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on limite à 24 heures. On veut pas prendre trop de monde. Nous, notre objectif, c'est pas de se remplir les poches, c'est vraiment de vous offrir un vrai accompagnement. Si vous êtes intéressé, vous allez sur la page coursbruno.fr. Là, vous avez toute la page de présentation des cours. Vous aurez sur la page, vous verrez à un moment, vous allez tomber, il y a un bouton pour accéder à l'essai. Vous pourrez essayer la démarche et ensuite, à vous de voir si vous avez envie de faire la démarche. Voilà, on peut retirer l'image. Je crois qu'on a à peu près tout dit. Oui, je pense, Loïc, s'il y a un voilà. Petit SMS, mais je pense alors, vous allez recevoir un mail. Normalement, il est déjà envoyé. Vous avez toutes ces informations qui vous sont redonnées. Si vous ne le trouvez pas, regardez dans les spams. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? En fait, maintenant, on va vous laisser avec Dr Cyril Azif-Thomas. Vous allez voir, psychiatre, membre du comité éthique des hôpitaux français. Enfin, puis il a plein de titres aussi, comme ça. C'est quelqu'un de très sérieux. Il va vous parler de la démarche. De belles valeurs humaines. Voilà, et de belles valeurs humaines. C'est quelqu'un vraiment qu'on aime beaucoup. Donc, on va vous laisser avec lui. Et puis, à vous de décider. Donc, jusqu'à demain soir, vous pourrez, demain soir minuit, vous pourrez essayer la démarche. Donc, vous pouvez déjà l'essayer tout de suite après cette conférence. Et si le cœur vous en dit, eh bien, il ne vous reste plus qu'à... On se retrouvera dans les cours et peut-être dans un stage un jour. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été présent. Passez une bonne soirée et à très bientôt. Au revoir. Ce sont des cours très complets, très complets, très minutieux, quoi. C'est très précautionneux. C'est des choses qui nous parlent. C'est la motivation, c'est la confiance en soi. On peut le recommander. On peut franchement le recommander. C'est vraiment... quelque chose, je pense, qui parle à tout le monde. C'est le bonheur de 7 à 77 ans, au sens large.
c'est un bonheur qui implique d'abord de se respecter soi-même. Et on est dans une société actuellement où on ne se respecte pas, où les rythmes sont stressants, où la vie est une vie faite de rapports de force. Quand on est tendu vers le bonheur avec cette approche respectueuse de soi, eh bien l'effort qui nous est demandé, c'est un effort joyeux. Voilà, c'est une éthique qui me va bien, que je trouve très belle. Il y a une vraie logique, les choses s'articulent bien, et en même temps, c'est ça qui est curieux, c'est que c'est pas intellectuel, quoi. C'est pas abstrait, c'est une approche qui est faite d'exercices pratiques, donc on va dire c'est du pratico-pratique. Il y a un vrai équilibre entre le savoir et le savoir-faire, et ça c'est rare. Bruno, c'est pas juste un enseignement oral, c'est aussi un auteur qui a écrit plusieurs livres. Eh bien, force est de constater que ce concept du bonheur, il l'a travaillé. Et avec cette méthode-là, ça va pas mettre les personnes en danger, loin de là. On en sort apaisé et on en sort remotivé, à se recentrer et puis à retrouver ce sursaut de vie, quoi.